Salut, c'est Philippe et bienvenue dans l'œil de... Salut, c'est Philippe et bienvenue dans l'œil de la com. Le 3 mars dernier, EDF s'est lancé dans l'aventure Snapchat avec l'ouverture de son compte EDF officiel. Une belle opportunité pour le premier électricien mondial d'engager le dialogue avec les millénials et de digitaliser un peu plus sa communication. Et pour en savoir plus à ce sujet, j'ai le plaisir de vous emmener avec moi rencontrer Julien Villeray, le directeur communication du groupe EDF. C'est parti! Julien Villeray, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation et merci de m'accueillir ici dans les locaux du siège d'EDF. Donc en mars dernier, vous vous êtes lancé, enfin pas vous personnellement, mais EDF s'est lancé sur Snapchat. Pourquoi avoir choisi de miser sur cette plateforme? Quelles sont les raisons en quelque sorte qui vous ont convaincu d'engager le dialogue avec la population des millénials, c'est-à-dire des 18-25 ans? Il faut toujours en revenir à la problématique de communication au départ pour EDF. On est une marque patrimoniale, on existe depuis 70 ans, on fait partie des marques préférées des Français, on a des taux de confiance absolument extraordinaires, plus de 80% des Français font confiance à EDF dans les enquêtes. Donc c'est une marque vraiment adorée, on a un taux de notoriété évidemment proche de 100%, mais on se rend compte aussi dans les enquêtes que c'est une marque EDF qui a des valeurs qui sont très liées et très proches des Français, mais des Français plutôt de plus de 25-30 ans. Les moins de 30 ans, parce qu'ils n'ont jamais été exposés à la marque, en particulier à ses services et ses produits, parce qu'en général ils habitent chez leurs parents ou dans des endroits où ils n'ont pas besoin d'être en relation avec la marque. Finalement, ils ont plutôt une bonne image d'EDF, mais ils ne savent pas très bien quelle valeur y attacher. Et donc EDF a besoin d'entrer en conversation avec ces publics-là pour nouer une relation avec eux en amont d'une éventuelle, on l'espère, relation dans le futur commercial. Et donc c'est pour ça qu'on a tout un plan de communication qui vise à parler au public. Alors on va les appeler jeunes pour simplifier, les moins de 30 ans. Et dans les contenus qu'on souhaite créer, il y a des contenus sérieux, il y a des choses qui se font sur YouTube par exemple. Et puis on a regardé évidemment sur les réseaux sociaux ceux qui collaient le mieux à ce public-là. Et ça vous aura pas échappé, Snapchat est un peu un phénomène quand même de société sur ces publics-là. Et donc on a souhaité explorer cette voie-là en mode un peu test and learn, en se disant mais finalement si on faisait se rencontrer EDF et Snapchat, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc voilà. Et alors justement, qu'est-ce que ça a donné? Quelles actions avez-vous choisi de mettre en place? Quel type de contenu proposez-vous sur Snapchat? Alors clairement du contenu de marque. Et le contenu de marque en termes publicitaires pour EDF, c'était très incarné, peut-être vous l'avez vu, par les publicités autour d'Éric Judor à la télévision, la saga électrique. Et donc on a décidé de créer une saga, un peu un spin-off finalement, comme aujourd'hui dans le monde des séries on crée des spin-offs, un spin-off de la saga d'Éric Judor avec un nouveau personnage, son cousin, qui s'appelle Aymeric Judor, qui est évidemment plus proche de la vingtaine que de la quarantaine d'Éric Judor, et qui vit avec sa bande de copains des aventures de 10 secondes, de 20 secondes, de 30 secondes quand on a 3 snaps, autour évidemment de sa vie quotidienne et avec parfois des éléments un peu liés au monde de l'électricité. Et donc voilà, on a finalement Aymeric qui partage sa vie sur Snapchat, comme il aurait pu le faire à titre individuel, sauf que là c'est à travers le compte EDF officiel. Du coup c'est toujours bon pour le déménagement le 2? J'ai jamais dit que c'était bon le 2. Moi, je t'avais Si. dit, non, j'avais dit le 4. Le 4 ou le 8. Je n'ai jamais dit le 2. Eric? Tu n'as jamais dit que c'était bon? Si, tu m'as envoyé un Non, texto. tu Eric. m'as dit que tu déménageais, je t'ai dit oui, super. Bon déménagement. Mais on a vu quelques métriques assez intéressantes. D'abord, c'est qu'on a très vite gagné plusieurs milliers de followers dès le premier épisode. Donc, il y a eu tout de suite une attirance pour la saga. Évidemment, l'effet de nouveauté, ça joue toujours, mais il y a eu tout de suite une attirance et on voit aujourd'hui un nombre de followers qui grimpe de plusieurs milliers par semaine. Donc, c'est une dynamique qui, pour nous, en tout cas, par rapport au test qu'on souhaitait faire, nous paraît intéressante. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en moyenne, par snap, on a 6 visionnages. C'est-à-dire que chaque follower visionne 6 fois la vidéo. On imagine que les gens ne sont pas non plus passionnés par la vidéo, chacune au point de la voir 6 fois, donc ça veut dire qu'il y a du partage, ça veut dire qu'ils la montrent autour d'eux, et ça veut dire que, on l'espère par capillarité, des abonnés, de nouveaux followers viennent grossir les rangs. Vous êtes désormais sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, YouTube, Instagram également, on a fait le tour il me semble. Lié à cela, j'ai une question à vous poser. À la fin des années 90, le temps qu'un internaute consacrait à l'absorption d'une information sur Internet était d'environ 12 secondes.
Aujourd'hui, on estime qu'elle est environ ce temps d'attention, ce temps d'absorption d'une information est d'environ 8 secondes. Et il y a fort à parier qu'avec la multiplicité finalement des contenus sur toujours plus de canaux digitaux, sur toujours plus de réseaux sociaux, ce temps d'attention et d'absorption va diminuer. Alors, dans ce contexte, comment EDF travaille à toujours capter l'attention de son public, à susciter l'adhésion, créer du lien et à finalement, parce que c'est l'objectif final, pousser à l'action? Alors, ce chiffre de 8 secondes circule beaucoup. Hein. Je l'ai encore entendu récemment dans la bouche du directeur de la stratégie de Snapchat, justement, qui est venu à Paris et qui donne une conférence en parlant justement de ces 8 secondes d'attention. Je crois qu'il y a un tout petit problème de définition. C'est pas 8 secondes d'attention, c'est 8 secondes pour capter l'attention. Ça veut pas dire, et ça j'en suis persuadé, que nous tous, on est incapable d'avoir plus de 8 secondes d'attention pour un contenu. C'est pas vrai. Par contre, effectivement, il faut qu'on nous attrape très très vite. Donc nous, typiquement, quand on fait, si je prends l'exemple des campagnes Éric Judor, puisque c'est nos campagnes les plus visibles en télévision, mais on a aussi des campagnes corporate qui sortent régulièrement. Pour nous, les formats courts, ils sont en télé. Les formats longs, ils sont sur le web. Et on voit bien qu'évidemment, il faut que dès le début, on prenne l'attention de la personne qui est en train de visionner la pub pour la garder le plus longtemps possible. Et quand on y arrive, les gens restent très longtemps jusqu'à la fin. Les taux de complétion, comme on les appelle, sont assez importants quand on arrive à attraper l'attention. Donc encore une fois, voilà, je pense que les deux s'opposent pas. Finalement, est-ce que vous êtes en accord avec cette théorie selon laquelle la communication par le contenu, la communication par l'expérience, par tout l'univers que l'on va créer autour de nos produits a définitivement remplacé la communication produit, celle qui mettait en avant les spécificités du produit et qui suffisait finalement pour vendre ce produit? Comment, finalement, en vous basant sur votre expérience au sein d'EDF, mais également par le passé, quel est votre avis sur cette question? Alors moi je crois d'abord, et ça se vérifie assez facilement, je crois dans la vie courante, il n'y a jamais quelque chose qui remplace totalement autre chose. Je pense que tout ça, c'est des transitions, c'est des allers-retours, c'est des coups de balancier, dans un sens puis dans un autre. Le brand content, c'est pas une invention d'il y a 3 jours. Quand on dit que le produit n'a plus de sens, ou n'est plus le cœur de la proposition marketing, j'y crois absolument pas. Sell me this pen. Je pense que les deux sont intéressants, les deux se répondent, et c'est vrai depuis extrêmement longtemps. Ça dépend également du secteur dans lequel on évolue. Ça dépend évidemment du secteur dans lequel on évolue. Certaines marques qui vont plus vendre un univers, d'autres plus vendre finalement le produit qui sera vraiment au cœur de leur stratégie. Voilà. Bien sûr, mais même une marque de luxe, je veux dire une marque de luxe qui travaille évidemment son contenu de marque de façon extrêmement sophistiquée, extrêmement premium, à la fin elle va vous vendre un sac à main. Et je vous assure que si le sac à main vous ne l'aimez pas, vous le trouvez moche, vous l'achèterez pas. Si l'électricité fournie par EDF ne marchait pas tout le temps depuis 70 ans, les rapports à l'entreprise et à la marque ne seraient pas exactement le même. La qualité du produit, c'est évidemment essentiel. Puis après, il y a tout le reste. Et qu'effectivement, peut-être, je l'espère, que quand on voit une publicité avec Éric Judor qui vante les services gaz, par exemple, d'EDF, on se dit « Ah bah tiens, c'est vrai, EDF fait du gaz, ah bah peut-être que j'ai confiance en EDF pour l'électricité, je vais peut-être voir si leur offre gaz est intéressante pour moi. » Évidemment, ça sert à ça, la publicité. Mais ça, c'est, j'allais dire, une conséquence. Hein. La cause, d'abord, c'est qu'on a un bon produit et qu'il se vend. Et ça, je pense que c'est un intangible. Ouais, si on n'a pas de bons produits, on ne peut pas vendre un univers, on ne peut pas créer l'illusion. Je pense que les deux sont toujours liés. Je ne crois pas du tout à la com baguette magique. Je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. En préparant cette interview, j'ai jeté un coup d'œil à votre fil Twitter et j'ai remarqué que vous étiez particulièrement intéressé, que vous postiez beaucoup sur les nouvelles technologies et notamment sur la réalité virtuelle et toutes ces applications. Ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'à terme, la VR, donc la réalité virtuelle, puisse intégrer une stratégie de communication digitale et même plus largement une stratégie de communication globale? Alors moi je crois pas à la futurologie déjà, d'ailleurs tous les futurologues se sont toujours plantés sur tout, hein, donc à part un ou deux qui sont chers à mon cœur comme Nicolas Negroponte, l'ancien patron du MIT qui a écrit un bouquin absolument extraordinaire il y a 20 ans où à peu près tout ce qu'on vit aujourd'hui, de Amazon au réseau de fibre optique présent partout, est exactement en train de se passer. Personnellement, mais alors ça c'est vraiment un avis personnel, ça n'engage que moi, je crois pas du tout à la réalité virtuelle avec sous la forme actuelle, c'est-à-dire avec les lunettes, les devices très compliqués, etc. Je crois beaucoup plus à des expériences type, alors pardon pour les fans de science-fiction, mais holodeck dans Star Trek, c'est-à-dire des pièces dans lesquelles on va rentrer et qui vont recréer des univers autour de nous, où on va être vraiment immergé dans un univers, mais qui va être un univers où on n'a pas à avoir besoin de device, etc. On va être dans une projection finalement très immersive. I can't see it. We're right next to it.
Je crois que la réalité virtuelle peut apporter un contenu de marque très intéressant par son immersivité, mais il y a encore beaucoup de progrès dans les devices utilisés pour ça. Je crois aussi vraiment beaucoup à la réalité vraiment augmentée, c'est-à-dire la capacité sur un univers réel d'apporter des images virtuelles. Enfin, Pokémon Go par exemple, tout le monde connaît. C'est l'exemple parfait. Pokémon Go, je crois que voilà, c'est typiquement un exemple très intéressant de ce qu'on peut faire en termes de marketing, puisque Pokémon est un produit marketing, avec la réalité augmentée. Là pour le coup, je pense qu'il y a aussi un vrai avenir, mais on n'est qu'au tout début du fil. Attendons encore quelques années. Bah écoutez, Julien Villeray, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'inviter les internautes à rejoindre EDF sur Snapchat, donc on rappelle le compte. Et le compte c'est EDF officiel, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur EDF officiel, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram et sur LinkedIn, comme vous l'avez dit. Très bien, bon bah merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Avant que cette vidéo ne se termine, je tenais simplement à remercier Nadja, sans qui cette rencontre n'aurait pu avoir lieu, et également Emmanuel, merci pour ton accueil. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'œil de la com et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, c'est capital. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas une audience plus large par rapport au contenu que je propose, c'est super gratifiant et je vous en remercie, mais là-dessus c'est vraiment à vous de jouer, donc je compte sur vous. Mais le plus important, vous le savez que trop bien, mais ne l'oubliez pas tout de même, communiquez, c'était Philippe, de l'œil de la com, tchuss. Sans les 1600 km qui ont précédé mon arrivée à Compostelle, j'aurais pas du tout eu le sentiment que j'ai eu quand j'étais en face. Si j'y avais été en train, j'aurais trouvé ça joli, puis c'est tout. Enfin,